ici connaissent cette vénérable institution, cette maison Lug, venant évidemment de Lugdunum, Lyon, qui a été créée par Marcel Navarro et Auguste Vistel, après tout un cheminement, puisqu'ils ont tout de même créé Aventure et Voyage, les 4 points cardinaux, Rien que pour toi, ils ont fini par créer Lug. Le premier titre Lug, c'est celui que vous avez devant vous, en haut, à gauche plutôt, qui est donc un titre italien de 1950. Et nous avons ensuite toute une série de petits formats, de poches, qui vont être Tex, Black, que beaucoup connaissent, donc tout ce qui était appelé un peu bande dessinée de gare à l'époque. Que vous n'hésitiez pas à me couper si je fais des erreurs, parce que je parle quand même globalement de ce que vous avez vécu. Bon, donc jusqu'ici, ça va. Ce qui va nous intéresser, nous, ensuite particulièrement, puisqu'on va aller sur le super-héros, c'est tout de même fantasque. Les États-Unis, 1969, l'arrivée de Marvel qui se dit on va aussi aller sur le marché français. Donc ça a coïncidé, cette montée en puissance de Marvel, avec Lug qui pouvait s'occuper de ça. Est-ce que c'était un risque? Les héros extraordinaires étaient connus, puisqu'on avait eu des gens comme Pierre Mouchot, donc Shot, qui avait créé Fantax, non pas Fantasque. Et c'est probablement un petit clin d'œil d'ailleurs, lorsque l'on a ce titre, qui est un peu... Fantax a été sous la houlette de Navarro, sous son pseudo, J.K. Melvin Nash. C'est un pseudo qu'on retrouvera en 1980, on va en parler tout à l'heure, lorsque Jean-Yves Mitton s'occupera du surfeur d'argent, puisqu'à l'époque on ne disait pas le Silver Surfer. Donc voilà, on a les États-Unis. À noter quand même que Claude Vistel, qui est un élément principal de cette maison, a signé contre l'avis un petit peu tiède de certaines personnes de la rédaction, qui n'étaient pas forcément emballées à l'idée d'avoir du super-héros, mais visiblement elle a eu du nez, puisque ça a fonctionné plutôt longtemps. Donc Marvel a accepté cet accord, premier accord, ils ont même baissé leur prix pour l'occasion, c'était l'arrivée des super-héros directement en France. On avait quand même Marvel comme Strange en petit format bichromie, donc certains les cherchent encore, c'est dans tout ce qui est collectionneur, c'est quelque chose qui est très recherché. C'est passé ensuite sur de la couleur. Ça va changer la donne, des fois en termes de TVA, en termes de surveillance, puisqu'un élément qui va être relativement important et qui sera probablement évoqué, je l'espère en tout cas grâce à vos questions, c'est que nous avions la commission de censure à l'époque. Alors je sais que c'est un dada de Jean-Yves qui va certainement revenir dessus. La célèbre commission de censure liée à cette loi du 16 juillet 49 destinée aux publications pour la jeunesse. Loi scélérate pour certains, qui a permis d'avoir en tout cas de quoi dire aujourd'hui par rapport à cette censure. Petit échantillon. Ça n'est qu'un exemple parmi des centaines, c'est plutôt des milliers, de cette censure qui sévissait à l'époque. Et donc tout un travail de retouche, on va appeler publiquement de retouche, il s'agissait tout de même de censure, pour que ce soit présentable. À noter tout de même que cette commission de censure, qui se réunissait tous les 3 mois, comprenait des représentants des éditeurs, des dessinateurs, des associations de parents et, aussi curieux que ça puisse paraître, des responsables de l'éducation nationale. Donc tout ce beau monde devait juger de ce qui pouvait ou pas être présenté aux chères têtes blondes. C'est bien ça. Donc commission de censure qui, il faut l'avouer, poussait tout de même un petit peu à l'autocensure. On peut estimer que par prudence, les éditions Lug censuraient les dessins pour être sûr que ça passe à la commission. Ce n'était pas simplement de la censure a posteriori. Donc sur le résumé de ces personnes incontournables, vous aviez Marcel Navarro, qu'on peut qualifier du créatif de l'équipe, même si on va revenir dessus probablement, et Claude Vistel, plutôt l'aspect gestionnaire de cette équipe. Une maison très paternaliste, ça aussi ça va être évoqué puisque le terme peut avoir plusieurs significations. Toujours est-il que nous avions dans cette maison d'édition, et en partie pour ce que vous voyez à l'écran, un studio, ce qu'on appelle aujourd'hui le studio Lug, et vous en avez 2 représentants ici. Alors, vous avez là un des dessins de Siro. J'ai oublié de préciser qu'on n'a volontairement pas montré ce PowerPoint aux principaux intéressés pour qu'ils puissent avoir quelques petites surprises éventuellement. Par exemple, là, vous avez à l'écran des membres du studio. Les membres du studio, on peut les citer. Le chef d'atelier, c'était Roger Médina. Ensuite, nous avons eu Rémi Bordelais, que beaucoup connaissent parce qu'il a été extrêmement connu en tant que lettreur ensuite, dans une deuxième partie de sa carrière,
Carmen Lopez, Claudie, Yves Mondet, Rémi Bordelais, Patrick Noël, Vianney Jalin, le jeune Jean-Yves Mitton qui est rentré à 16 ans, en 1961, est-ce que je me trompe? Bon. Siro Tota, qu'on va peut-être plus qualifier de freelance que de membre permanent du studio. Là aussi, je suis bon là-dessus. Bon. Et sur la fin du studio, vous aviez des gens comme Jacques Terpan, Riedman, qui sont venus intégrer le studio sur la dernière partie. En dehors du studio, vous avez des gens qui sont connus toujours aujourd'hui. Par exemple, vous aviez Jean Frisano et son fils Thomas qui faisaient beaucoup de couvertures peintes. Les souvenirs que vous avez, vous, probablement des Strange et autres spéciales Strange, devaient beaucoup à Jean Frisano. Vous aviez également des gens comme Jean César, Franco Oneta, Bernasconi. Beaucoup de personnes gravitaient autour de ce studio. Mais le studio, sont vraiment les personnes que je viens de citer. Là, vous en avez quelques-unes sur la photo, entre Rémi Bordelais, la fille d'Auguste Vistel et Claude Vistel, qui a pris quand même le relais sur une grande partie de la maison d'édition. Roger Medina, Marcel Navarro. Et je dois confesser ne pas connaître du tout cette Madeleine Quinrose. Est-ce que vous la connaissez plus? Et vous avez Claude Vistel, quelques années plus tard, à l'occasion d'un documentaire, d'un reportage que certains ont peut-être vu sur le Marvel 14. Donc c'était une captation d'écran. Alors là, on va parler d'interprétation du studio par la personne assise à ma droite. J'ai mis les versions les plus soft qui pouvaient être montrées. Donc voilà, ça montre un petit peu également l'ambiance qui régnait au studio. Bon enfant, un peu potache, avec des gens qu'on retrouve comme Jean-Yves Mitton, Yves Mondet, en Schtroumpf, qui est visiblement offert à la fille de Jean-Yves Mitton, Stéphanie. Le cœur de notre sujet aujourd'hui, le super-héros, tout part là. Tout part de Mustang. Donc, juin 80, Mustang 54. Ça parle à beaucoup d'entre vous, puisque vous allez découvrir à l'intérieur, entre autres, le premier épisode de Photonique et le premier épisode de Micros. Donc ça, on va dire que pour les gens qui sont présents ici, c'est mythique, puisque c'est le début de l'aventure. Ces personnages vont évoluer dans d'autres revues. On va avoir Speedé pour Photonique. Ensuite, il va y avoir d'autres créations, puisque Jean-Yves Mitton va partir sur des épisodes de Micros, d'Epsilon, Cosmo, Chronos. Personnage très prolifique que Jean-Yves Mitton, avec beaucoup de créations. Et je voulais faire un tout petit focus visuel, purement visuel, pour les rares personnes à qui ça ne parlera pas forcément, sur les deux auteurs que nous avons là, qui ont vécu leur carrière en parallèle. Donc, toute petite sélection visuelle de ce qu'ont pu faire Jean-Yves Mitton, Siro Tota. En termes de création, il y a eu les petits formats, il y a eu les couvertures, il y a eu les créations de séries. Est-ce qu'il en prendra ombrage? Je l'ai qualifié de John Buscema français. Je pense que c'est mérité. Donc vous avez Blake, vous avez les couvertures que Jean-Yves faisait pour Lug, dont certaines restaient extrêmement célèbres et recherchées par les collectionneurs, puisque si Jean-Yves ne s'est pas défait de tous ses originaux, il en a quand même donné ou vendu une partie qu'on peut retrouver chez les collectionneurs. Vous avez l'épisode mythique du Silver Surfer, le surfeur d'argent, donc que Jean-Yves a pu animer avec l'accord de Marvel. Et si je ne m'abuse, en ayant même reçu les félicitations personnelles d'un certain John Buscema et de Stan Lee, effectivement ça compte. Quelques créations, vous avez Jean-Yves Mitton et Marcel Navarro, qui étaient plus, mais on va y revenir sûrement dans les échanges, qui étaient plus un personnage comme vous le voyez là, que réellement un intervenant dans l'histoire de la série. Voilà. Son nom apparaissait un petit peu comme vous aviez Stan Lee présente, mais la création était due à 99% Jean-Yves Mitton. Cosmo, Chronos, dont il sera question, parce qu'une réédition est envisagée, plus qu'envisagée, on va dire qu'elle est certaine, Epsilon. Et évidemment, il a donné un coup de main à son ami Siro pour des épisodes de Photonique. Donc c'est vraiment le point de réunion de nos deux auteurs. Transition avec le travail de Siro, avec ce dessin représentant Siro sur le dos de son personnage. Alors je pense également qu'il va peut-être tiquer à côté de moi, puisque Al Foster chez les Frenchies, ça va peut-être le faire hurler. J'assume complètement.
On a là, et je pense qu'on sera nombreux à le partager, on a là quelqu'un qui représente la puissance d'un John Buscema et on a la finesse d'un Hal Foster. Il n'est pas d'accord visiblement, mais on ne va pas lui laisser la parole pour ça. Bon, on aurait dit ça, je ne serais pas venu. Hein. De la même façon que Jean-Yves est intervenu sur les couvertures, on a eu également beaucoup de couvertures de petits formats par Siro, des couvertures également de super-héros. Vous avez Ghost Rider et Punisher, vous avez Daredevil, Photonique, la création de Siro Total la plus connue. Un personnage sur la gauche que vous retrouverez, et je pense que Raphaël en parlera mieux que moi tout à l'heure, que vous retrouverez dans une partie à venir de la réédition Photonique, puisqu'il y aura l'épisode inédit, dont ce personnage est le héros. Donc vous aurez cette création l'année prochaine, si tout va bien. Il n'a pas entendu, donc il ne réagit pas. Donc ça reste sur l'année prochaine, on est d'accord. J'aime beaucoup la technique, un petit peu les making-of, donc j'ai voulu juste montrer ça. Vous avez le calque d'origine, avec les indications de couleur d'un Photonique, et vous avez sur la droite la version telle qu'elle a été publiée. Donc il s'agit de couleurs relativement sommaires, rapidement réalisées, qui font que, évidemment, la nostalgie fait que les gens s'y accrochent et aiment ça, mais en toute objectivité, quand vous retrouvez un petit peu la planche originale et le dessin noir et blanc, on a quand même une redécouverte totale du dessin de Siro. Exemple, sur cette double page qui fait partie du dernier épisode de Photonique, Les Enfants de l'Apocalypse, qui, une fois mise en couleur, j'allais dire perd un peu de son intérêt, non, c'est un petit peu désobligeant, mais perd en puissance. On est sur la dernière partie, je termine, j'espère que je ne dépasse pas trop par rapport à ce qu'on avait évoqué. On est sur la dernière partie qui est donc la fin de Lug, avec la vente de Lug en 88-89, ça s'est un peu chevauché sur les 2 années, au Suédois Semic International, qui a donc grillé Marvel en passant au poteau. Navarro prend sa retraite. Claude Distel, elle va rester jusqu'en 93, qui est également la date du départ du chef d'atelier du studio Rémi Bordelais. Vous aviez Elisabeth Delannoy, qui a pris quand même pas mal d'importance sur cette période-là également en tant que rédactrice. Et 93, donc fin d'une époque avec ce départ du pilier du studio qui est Rémi Bordelais. La licence Marvel a été perdue par Semic en 96. On a vraiment là la fin d'une époque. Puis 97, rachat par le groupe Tournon qui s'associe pour former Semic SA. On est vraiment sur une autre aventure. On est sur l'arrivée d'ici sur ces périodes-là. Pour Marvel en France, c'est terminé. Pour nos 2 auteurs, c'est le passage déjà depuis quelques temps pour eux à quelque chose d'autre, à l'album. Je sais que Jean-Yves va vous en parler sur ces quelques années qui ont peut-être été un petit peu perdues sur la fin du studio où il aurait pu passer sur de l'album. Donc la carrière de chacun, on la connaît. C'est un tout petit échantillon que vous avez là avec le premier album Demain les monstres, avec la série de Silence et de Sang. Vous avez Valedictis, Quetzalcoatl, les Chroniques barbares, la production de Jean-Yves est colossale. Et en parallèle, nous avons la même chose pour Siro, qui a pu créer Fous et Fisby, reprendre la série Aqua Blue, qui est aujourd'hui sur les Conquérants de Troie. Voilà, la carrière est différente, elle évolue différemment, mais ce tremplin est évidemment la période luxémique. Et aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes là, c'est également ce retour en force des super-héros. D'aucuns le mettront peut-être sur le dos, entre guillemets, du cinéma et de toutes ces franchises qui ont apporté un autre regard sur les super-héros. On peut aussi voir le vieillissement du lectorat d'origine qui aujourd'hui est en charge et peut à nouveau relancer des projets, s'intéresser à ce qu'ils lisaient quand ils étaient gamins. Et c'est pour ça qu'on redémarre sur la redécouverte de Photonique. De Micro, c'était toute cette production super-héros de nos 2 auteurs. Et c'est maintenant que je vais pouvoir leur laisser la parole. Il y aurait une dernière chose. Ah si, il y a des choses à dire. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y aura des questions. On va avoir simplement une petite chose. Avant de vous laisser la parole et de leur poser des questions, puisque là, vous avez un petit aperçu global et général de ce qu'ils ont pu vivre, on peut se demander, vous avez vu qu'une photo avec Rémi Bordelais, avec Claude Distel, on peut s'interroger sur ce à quoi ressemblait ce studio il y a maintenant une trentaine d'années. Parce qu'il semblerait que des images et des vidéos circulent. Donc, le mieux, c'est d'essayer de se faire une petite idée.
C'est une aventure assez extraordinaire que celle des éditions Lug. Extraordinaire parce que cette maison a été fondée à la Libération par un homme hors du commun, Alban Vistel, chef régional de la Résistance. Extraordinaire ensuite parce qu'elle vit et publie toujours, et cela est en soi un petit miracle. Car ce n'est un secret pour personne, la bande dessinée de presse ne se vend plus. Des titres qui, tirés il y a 20 ans à 300 000 exemplaires, plafonnent désormais à 50 000 numéros. Les adolescents délaissent cette forme d'expression, le format est dépassé, la qualité du papier est médiocre. Quant à la réputation de littérature de guerre, elle rejaillit jusque sur les dessinateurs. Sous dessinateur non, parce que on sait ce qu'on vaut, mais faire de la sous-bande dessinée peut-être. Parce que la plupart du temps, la bande dessinée, c'est l'album, c'est le côté chic de la bande dessinée, et puis il y a notre travail à nous, qui est un travail, disons, qui est plus tourné vers le populaire. Voilà. On a l'impression quand même que les plus jeunes générations ne lisent pas ce que vous faites. Oui, c'est vrai, oui. Ils sont plus intéressés par les dessins animés à la télévision. Naguère, Lyon comptait 5 éditeurs pour la jeunesse. L'un après l'autre, ils ont tous fait faillite, sauf la maison Lug. Celle-ci doit sa survie à cet homme, Marcel Navarro. Il a suggéré l'affaire en père de famille, découvrir de jeunes dessinateurs de talent et surtout négocier le tournant des années 70. À cette époque arrivent sur le marché les super-héros américains, des personnages fantastiques, des mutants et autres monstres. Un jour, le rédacteur en chef est entré, M. Navarro, il nous a dit, bon, il me faut un monstre. Vite, dépêchez-vous, vous avez 5 minutes, il me faut un monstre. Ah, mais quel genre de monstre, tout ça, dépêchez-vous, il est sur 2 pattes, il faut qu'il soit à moitié humain, une bête, qu'il soit vraiment antipathique, mais qu'il passe auprès quand même de la commission de censure. Parce que ça, c'est important aussi. Bon, et puis alors, on a discuté ensemble, on a crayonné, et mon personnage a été choisi parce qu'il était assez redoutable. Où serait l'aventure, hein? Et l'aventure, en la BD en l'occurrence, on connaît ça. Si on ne prenait pas quelques risques, c'est tout de même pas un simple métier d'épicier, il faut prendre des risques. Alors la bande dessinée, c'est un métier amusant, c'est un métier très sérieux, parce que c'est très technique, qu'on fait en s'amusant, et on peut y consacrer de nombreuses heures, on ne voit pas le temps passer. Blake le Rock ne voit pas également le temps passer. En 37 ans d'existence mouvementée, il n'a pas pris une seule ride, mais au contraire, des couleurs. Vous l'aurez compris, a priori c'est une surprise pour nos 2 auteurs. C'est une découverte. Ah, je connaissais pas du tout. J'avais complètement oublié cet épisode. Je le connaissais. 80, 87, 88, à peu près dans ces eaux-là. Oui, oui. FR3 était venu nous voir. C'est la première fois que l'information faisait irruption dans notre... tu dis studio, nous on disait l'atelier, vous voyez. Et Marcel Navarro a ouvert les portes. Et moi, on m'a fait revenir parce que je travaillais à la maison à cette époque-là. Siro travaillait encore à l'atelier. Il y a beaucoup d'absents. Je dirais que tous les personnages que nous voyons là, hormis vos 2 serviteurs et Claude Vistel, tous sont décédés. Tous ont disparu. Voilà. Sauf les plus jeunes, d'accord. Non, mais je parle de la première époque. La première époque, oui, la première époque. L'idée maintenant, donc, pour rappel, hein, vous avez nos 2 auteurs, vous avez donc des personnes qui peuvent vous parler de ce qui est réédition en cours de ces œuvres-là. Ce qui va être intéressant, c'est que vous posiez vous des questions, puisque vous avez eu ce panorama rapide. Quels sont les points sur lesquels vous souhaitez pouvoir interroger nos 2 auteurs? Bonjour, et félicitations à vous 2. Je veux savoir tout ce qui était décor et tout ça, c'était vous-même qui faisiez? Normalement, tout ce qu'on a fait, ça a été fait à la main, ça a été inventé sur place, c'est-à-dire ou à la maison ou dans l'atelier. On ne travaille pas comme certains dans la BD franco-belge ou des Américains où il y avait des encreurs, des gens qui s'occupaient des décors, des gens qui s'occupaient des visages, des costumes. On faisait tout nous-mêmes. C'était beaucoup plus amusant. Et moins compliqué, parce que je pense que du moment qu'on délègue, on s'ajoute des épreuves à franchir. Et je dis vraiment épreuves parce qu'il faut déjà faire confiance
personnes qui vont travailler avec nous. Mais on est des individualistes dans notre travail. Et on veut vraiment faire ça du début à la fin. Et je pense qu'on continue encore dans la même méthode. Mon éditeur Delcourt m'a demandé, vu ma lenteur sur certains moments de mon travail, de passer mon crayon à quelqu'un qui pourrait encrer. Mais bon, j'ai toujours refusé. J'ai essayé, je lui ai dit je vais aller plus vite. Bon, je ne suis pas allé plus vite, mais j'ai pas eu d'encre. C'était déjà ça. Bonjour. Bonjour. La différence, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre la construction d'un album franco-belge, on va dire classique, et la construction d'une histoire pour un comics? On travaillait dans le périodique, là. C'est-à-dire, il fallait que ça paraisse tous les mois. Les délais étaient très rapides. On travaillait en gros avec 6 mois d'avance sur la parution. Alors, bon, pour quelqu'un qui est un peu lent, il fallait speeder. C'est le cas de le dire, tu as travaillé dans Speedy. C'est peut-être pour ça que j'allais passer vite. Et par contre, dans l'album livre, qui est un autre statut d'auteur, hein, nous on était dans la presse, là maintenant nous sommes dans le livre, album, le délai est beaucoup plus large. Il y a la promesse sur contrat d'une livraison à telle date. En général, ce délai est assez large. C'est plusieurs mois, parfois ça peut dépasser une année. En plus, on entre dans des séries, dans l'album, qui sont où chaque numéro est très arrêté. Une série de 6, 12, 15 albums. Il y a une fin en soi, entre chaque album, et il y a quand même une continuité dans le récit. Alors que dans le petit format, dans la presse, c'était continuel, à suivre. Pour nous, le mot « à suivre », c'était un mot magique. À suivre. Ça pouvait dire que le lendemain, on pouvait casser la croûte. Et d'un point de vue narration, d'un point de vue organisation des séquences, de tout ce qui est organisation des pages et tout, est-ce qu'il y a une différence entre le comics pour vous et le récit franco-belge? Donc comics, vous les appelez comics les super-héros. Hein, plus, voilà, ça peut être le polar aussi, mais oui. Plus super-héros. Bon, on ne parle plus de périodique aujourd'hui, c'est fini, le périodique est mort. Il y a certains hebdomadaires qui ressuscitent, mais le périodique de ce genre-là est mort, sauf en Italie et quelques endroits encore en Europe. Enfin, à mon avis, c'est la même construction. C'est-à-dire qu'on part chez le super-héros, ce qui compte, c'est d'avoir le super-vilain. Voilà. À partir du moment où vous avez un bon vilain, vous avez un bon héros. Il n'y a rien à faire. Et je crois que c'est valable dans tout le romanesque. Y compris dans la littérature dite sérieuse, qu'au cinéma, au théâtre, l'essentiel c'est le mal. À partir du moment où il y a le mal, on fait intervenir le bien. Finalement, le super-héros lui-même s'efface un petit peu devant le super-vilain. C'est ce qui faisait le succès de Stan Lee chez Marvel. Il inventait un super-vilain toutes les semaines. Et ce qui permettait au super-héros d'avoir une confrontation authentique. Voilà. C'est le succès d'abord, c'est le vilain, n'est-ce pas, Ciro? Moi, je ferai une différence entre les deux. Le comics français a le même type de narration qu'un album de bande dessinée français. J'ai travaillé aussi sur Telos, donc sur du travail américain, sur un scénario américain, où il y avait pratiquement tout à faire, puisque c'était un texte qu'on devait découper et où on devait deviner les dialogues. On devait deviner les dialogues. Les dialogues sont écrits après coup. Donc la façon de travailler est complètement différente. Mais ce qu'on préfère, c'est sûr, c'est avoir un scénario du début à la fin, avec un dialogue, pour savoir déjà l'expression des personnages dans une case. On met des personnages, mais on ne sait pas ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont penser, à la façon américaine. Donc il faut travailler avec ça. En plus, on ne sait pas la place que va occuper le texte, et là où vont être mis les ballons. Donc il faut essayer d'imaginer, se mettre à la place du scénariste. Moi, je les aurais mis ici, là ou là, mais le scénariste, lui, va les mettre ailleurs. Il faut se mettre ça dans la tête. Mais c'est toujours intéressant de travailler avec d'autres personnes, avec d'autres pays,
déjà pour se faire une bonne idée de savoir si on a bien fait de travailler pour eux ou pas, ou si on va refaire encore une fois l'expérience. Je crois que vous êtes en train de nous casser un petit peu le mythe, puisque pour beaucoup de lecteurs de Spibé, la création, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est la façon dont ça nous a été présenté enfant. La création venant chez Sirotota, à son studio. Donc certains vont se rappeler de cette histoire à la gomme, où sur 3 pages, Photonique venait expliquer en gros à son auteur la façon dont il souhaitait que ses aventures se déroulent. Donc voilà, ça ne se passait pas réellement comme ça. Pour revenir sur ce que disait Siro, il y a vraiment des méthodologies extrêmement différentes entre la manière d'écrire une histoire pour le comics, pour la bande dessinée américaine, et la bande dessinée franco-belge. Ce que tu évoquais, Siro, c'est vraiment une survivance de la méthode dite Marvel. C'est Stan Lee qui avait mis en place effectivement cette méthodologie d'écriture, où il fournissait un simple synopsis, une vague direction de ce que devait être l'histoire, et il laissait ensuite le dessinateur mettre en forme, devenir presque le metteur en scène, effectivement, de l'ensemble du récit. Et Stan Lee lui-même repassait effectivement dans un second temps pour dialoguer entre l'ensemble des pages. Ça reste une méthode qui est relativement répandue aujourd'hui, chaque scénariste et chaque équipe de scénaristes et de dessinateurs étant plus ou moins à l'aise avec ces méthodes-là. Il y a aussi une vraie question d'habitude qui joue. Je voudrais aussi revenir sur ce que tu disais, Jean-Yves, à propos des façons de dessiner différentes. Je me souviens avoir discuté avec toi, avoir lu quelque part, que lorsque vous travailliez sur Blake, les contraintes narratives étaient extrêmement différentes, puisque vous étiez sur 3 ou 4 cases par page, ce qu'on ne peut absolument pas apparenter à la BD franco-belge en l'occurrence. Donc Fumetti d'un côté, c'est-à-dire du petit format finalement, comics de l'autre, puis bande dessinée franco-belge, amène des méthodes de travail différentes et amène effectivement des contraintes différentes, contraintes de page, contraintes de vitesse de production. C'est exact. Surtout quand on reprend un personnage qui ne nous appartient pas, il y a un respect, bien sûr. Il faut que les créateurs ne boudent pas notre travail, que ce soit avec Blake pour les Italiens, qui nous laissait une très très grande marge, y compris Marcel Navarro, il nous laissait une grande marge de liberté, d'invention, de création, mais il fallait quand même rester dans les rails du Blake, de la SCJS, c'est-à-dire les créations italiennes. Pareillement pour les Marvel, il ne fallait pas s'amuser à rajouter ou enlever quelque chose au personnage de Stan Lee. C'était des marques déposées, on ne pouvait pas les transformer. J'ai fait quelques épisodes de Spider-Man, du Surfer. Il fallait quand même l'aval de Marvel. On recevait par téléphone ou par télétype, à l'époque il n'y avait pas de fax, l'accord ou le désaccord des Américains. Ceci dit, sur nos propres créatures, en l'occurrence Photonique ou Micro, c'est les autres, là c'était une totale liberté, pourvu que nous puissions échapper à la commission de censure, qui était assez féroce, qui s'est calmée à partir de Giscard, donc dans la fin des années 70, mais à l'époque de Gaulle-Pompidou, c'est-à-dire d'un certain ministre qui s'appelait Alain Perfit, ministre à la fois de l'information et des arts, etc. Enfin, c'était Malraux, mais c'était surtout Perfit qui régnait sur la censure. Il fallait faire très attention parce que c'était des pages entières qui étaient gommées, qui étaient déchirées, qui étaient jetées. Moi, j'ai vu des pages. À un moment, ça se passe dans un satellite. Et il y a des araignées, des mygales, qui sont là pour servir de laboratoire, d'essai, comme on met des souris dans un laboratoire. Et puis, comme le micro fait à peu près 3 cm de haut, à un moment, il est attaqué par les mygales à l'intérieur de ce satellite. C'est des pages que vous n'avez jamais vues, que vous ne verrez jamais, que j'ai jetées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la notion de propriété artistique n'existait pas. Je vais même vous dire une chose, la plupart, beaucoup moins pour Siro, mais la plupart de mes premiers travaux, je ne les signais pas. Ça ne servait à rien de signer. Ça ne servait à rien, il n'y avait pas de droit d'auteur. Voilà. Jean-Yves, j'aimerais que tu nous parles de l'image, sur l'image que va nous remettre Phil, du slip du surfeur d'argent. Alors ça, c'est la censure.
La censure arrive parfois à un tel point qu'elle est ridicule, bien souvent. Et dans les premiers fantasques, et puis dans cette histoire qui est parue dans Nova, que j'avais dessinée et écrite, on a mis un slip au surfer. C'est pas les Américains qui ont demandé. C'est la commission de censure en France qui a demandé à ce qu'on couvre le surfer. Alors, on a quand même demandé si le slip, il fallait le faire kaki version militaire. Hein. Bon, on n'est pas tombé là, mais le slip a été effacé beaucoup plus tard, parce que c'est vrai que c'est un personnage nu, mais asexué. Alors que nous sommes entourés de statues gréco-romaines qui, elles, sont sexuées. Personne n'a rien à dire. Là, il fallait faire attention. Et si on fait remarquer que le slip est déjà présent sur le premier numéro de Fantasque. Voilà. On va passer, vous nous autorisez certainement, vous allez nous permettre de revenir sur la période qu'on évoque là, mais on va juste faire un petit saut de puce entre la période Pompidou et la période François Hollande. Actuellement, le retour du super-héros, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui on a le retour de Micros, le retour de Photonique, le retour de Chronos, le retour de toutes ces créations. Pour David, on va avoir l'Archer Blanc. On peut commencer par Photonique. Raphaël, pourquoi? Pourquoi? Je pense que ça fait des années que tout le monde attend. Après, je vais aller choisir le bon moment pour les sortir. Donc on les a sortis il y a 1 an. Micros et Photonique, grosso modo, en même temps. Je crois que ça est sorti en même temps d'ailleurs. Et donc il fallait choisir le bon moment. Le bon moment c'était grosso modo avec l'arrivée de tous les super-héros à l'écran, au cinéma. Et puis bon, les intégrales, elles végétaient depuis un moment, mais il fallait aussi un long travail de harcèlement auprès des auteurs, tout à fait, pour arriver à les sortir, quoi. Je pense que c'est à peu près pareil pour Micros. Oui, en fait, c'est un projet qui est clos aujourd'hui, mais il faut être très honnête, c'est que ça fait très très longtemps qu'il est en gestation. On a la chance de se croiser depuis quelques années avec aussi bien Siro que Jean-Yves. Je dois avouer que moi j'avais déjà fait une petite incursion autour de Photonique il y a une quinzaine d'années, une grosse dizaine d'années on va dire, chez Semic, lorsque nous avions réédité quelques épisodes de Photonique en couleur et en kiosque. C'était une vraie volonté à l'époque déjà de remettre un peu au goût du jour cette série. Donc, en ce qui me concerne, à titre personnel, je suis une Madeleine de Proust. Je dirais que je ne fais pas vraiment de relation avec le phénomène super-héros télévisuel ou multimédia, cinématographique. Il y a vraiment un amour assez inconditionnel à l'ensemble de ces personnages avec lesquels moi j'ai grandi. Enfin, j'ai découvert la bande dessinée de super-héros aussi bien avec Marvel qu'avec Photonique et Micros. Et puis il y a eu ce travail réalisé par Siro et Jean-Yves m'a vraiment servi de catalyseur en fait à tout ce que j'ai pu faire depuis. Donc rééditer Micros, c'est juste quelque chose de complètement logique aujourd'hui. De le faire, de voir arriver des initiatives comme celle que tu mènes pour Photonique ou que tu mènes pour l'Archer, ça va effectivement dans le même sens. C'est un vrai bonheur. Quelle que soit la maison d'édition qui est attachée en fait à ça, l'important c'est que ces héros continuent à vivre, revivent, et que les auteurs qui les ont créés soient à l'honneur. David, tu vas pas y couper. Toi, tu vas attaquer Chronos. Tu as commencé par l'Archer Blanc. Oui, alors je rebondirai sur ce que disait Thierry, c'est que je pense qu'on est arrivé à un âge comme Raphaël ou Thierry, et puis moi avec donc Fabrice, mon associé, de la maison d'édition. C'est qu'on est arrivé à un âge où en fait on a monté cette maison d'édition et comme on était fan de comics, voilà, c'est vrai que ça n'a rien à voir forcément avec tout ce qui sortait en comics, mais du coup on avait l'âge de sortir des choses, et c'est des choses qui nous tenaient à cœur. Et ce qui est marrant, c'est que Miton, je lisais donc des choses de Miton, de Siro Tota, et du coup je pensais jamais pouvoir un jour éditer quelque chose de lui. Et du coup on a commencé par l'Archer Blanc, parce que l'Archer Blanc 1987 c'était donc en fait c'est Corteggiani, enfin après tu reprendras si je me trompe, et Corteggiani donc cherchait Jean-Yves Miton pour essayer de faire un super héros pour le journal de Mickey.
Et donc c'est vrai que ce super-héros, l'Archer Blanc, il n'est jamais paru vraiment dans Strange, quoi, à part la Strange nouvelle génération, que Reedman faisait avec Organic Comics. Et du coup, on s'est dit, on voulait attaquer par ce personnage qui était sympa. Il y avait 12 épisodes de 10 pages. Il se trouve qu'on avait retrouvé, donc avec l'aide de Jean-Yves, des crayonnés, des recherches de personnages, il y avait pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'on avait retrouvé Thomas Frizzano, donc on a essayé, puis Reedman, et on a commencé voilà, à essayer de faire un album, un intégral, avec les 3 personnes qui avaient travaillé dans les éditions Luc. Donc c'est parti de là, quoi. Donc après, c'est vrai que Jean-Yves était peut-être un peu sceptique au début, François Cordier-Genio aussi, parce que c'est vrai qu'on se connaissait pas du tout. Nous, on était jeunes, on n'avait jamais vraiment rien sorti, à part un gros tirage de tête d'Herman. Mais voilà, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment faire du format comme ça, souple. Donc on est parti là-dessus. Et c'est vrai qu'après, je pense que voilà, il nous a fait confiance, il a vu le tirage qu'on avait fait. Et c'est pour ça qu'on est parti dans le spécial Origine Super-Héros, où on retrouve une sorte d'encyclopédie sur tous les personnages de Jean-Yves Vuitton, de 1980 jusqu'à 2014, parce qu'il y a une super-héroïne qui est arrivée avec microcéphotomie. Voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'avec, il y a aussi le Garde républicain, qui va aussi, je pense, sortir, je sais pas, peut-être 2015 ou voilà, donc on a mis aussi dedans, voilà, par ordre chronologique, tout ce qu'il avait effectué jusqu'à ce qu'il va faire, voilà, autour d'eux. Je voulais rebondir un peu là-dessus, puisque là on a votre motivation d'éditeur, il n'y a aucun doute. Ce qui m'intéresse pour avoir côtoyé pas mal d'années les 2 individus à côté, c'est que pendant longtemps, quand il était question de leur création, photonique, micros, etc., dès qu'on venait un petit peu sur ce terrain, est-ce que vous allez en refaire, est-ce qu'on pourrait les ressortir, etc., la réponse était plus ou moins, c'est du passé tout ça. Aujourd'hui, c'est pas du passé, ça revient. Comment vous pouvez nous l'expliquer? Vous êtes laissé convaincre, vous avez été sous des pressions. Outre le charisme et la passion de nos éditeurs, je tiens à préciser quand même que c'est Hollywood qui a relancé le super-héros. Il n'y a rien à faire, on est obligé de passer, et c'est tant mieux, grâce aux effets spéciaux. Il faut dire que détruire New York ou une planète entière, il vaut mieux le faire sur numérique, plutôt qu'en studio, ça coûte moins cher, et c'est encore plus spectaculaire. Retour des super-héros au cinéma, ce qui a automatiquement, par effet, par conséquence, le retour aussi dans la BD. Il y a aussi une chose qui a contribué à ce que les éditeurs reviennent vers un super-héros, c'est grâce au numérique, maintenant, pouvoir reproduire des planches qui sont quand même pas très loin de la qualité de l'original. Pas très loin. C'est grâce maintenant au scanner, au numérique, qu'ils peuvent faire sur beau papier, beau cartonné, des choses qui auraient été impossibles il y a encore 10 ou 15 ans. Voilà, on le doit aussi au progrès technique. Et puis évidemment au charisme et à la passion. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on doit aussi beaucoup à Internet, déjà de par le fait de connaître l'existence de ces bouquins. On le surtout par Internet pour tout ce qui est échange, de scan, de plein de choses. Donc ça a facilité énormément la fabrication et la mise au point de tout le visuel de ces bouquins. Il n'y aurait pas eu Internet, je ne pense pas que je me serais lancé là-dedans, puisque ça aurait été compliqué de retrouver des planches qui étaient parties chez des amis et dont j'avais même perdu la trace, quoi. Et ça s'est fait petit à petit, justement par ce moyen. Il y a eu donc Internet, et il y a eu la persévérance justement de ces éditeurs, puisque ce sont des éditeurs. C'est même pas de la persévérance, c'est plus fort. Des vrais malades mentaux, oui, je sais. Des fois, il serait venu en cuir, ça aurait pas changé la même chose avec des fouets et tout ça. Bon, bref. Mais par contre, on ressentait chez eux l'amour de ces personnages, un amour que nous, on avait ressenti au moment de les dessiner, donc il y a plusieurs années, mais qu'on avait rangé dans des enveloppes, dans des placards.
une personne qu'on a connue et qu'on a aimée à un moment donné, on en a perdu la trace. Et cet amour est resté. Il est resté bien blotti dans un coin. Et au moment où on retrouve la personne, il y a tout ça qui revient en mémoire. Alors après, il faut que tout ça soit magnifié. Et c'est ce qu'ont eu... enfin, ça a été leur qualité. Était persévérant. Enfin bref, voilà. Maintenant, je ne veux pas trop leur jeter de fleurs parce qu'ils m'ont encore demandé d'autres choses pour la suite. Et là, j'ai un travail. N'oubliez pas ça. Je voudrais citer une anecdote quand même que nous avons vécue avec Siro, qui aurait pu tourner quand même un peu dramatique. C'est que lorsque les éditions Lug ont passé le pouvoir à CEMIC France, lorsque c'est devenu CEMIC France, tout notre matériel, tous nos originaux avaient été enfouis au fond d'une cave dans la banlieue de Lyon, le quartier de Vèze, là où étaient les nouveaux locaux de CEMIC France. Et ça représentait des milliers de pages. C'est celle que vous voyez en ce moment. Lorsque nous l'avons appris, avec Siro, nous avons pris une voiture avec le coffre vide. C'est tout juste, on a pendu la roue de secours pour faire de la place. On est allé à CEMIC France, un beau matin. Il y avait une secrétaire qui était là, tout à fait innocente. Là. Vous êtes qui? Siro Total et Jean-Yves Mitron. Ah bon, bon. Il va se faire les ongles. Qu'est-ce que vous voulez? La clé. Je suis pas loin de la vérité. Hein. Ah bon? Oh ben, allez-y, prenez-la, vous pouvez descendre, prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. On a pris la clé. Nous avons retrouvé pratiquement 99% de nos originaux. Moi, il me manquait quelques posters. Toi, je crois que tu as tout retrouvé. Sur une 600... J'avais calculé le truc, bon, à quelques pages près. Sur 600 ou 700 exemplaires de couverture, c'était surtout des couvertures, il devait m'en manquer une dizaine. J'avais eu beaucoup de chance. Jean-Yves a eu beaucoup moins de chance par rapport à ça. Plus l'en fait, plus le pourcentage augmente. Donc, j'ai pu récupérer des milliers de planches, surtout les super-héros. Par contre, tous les Black Le Rock ont été bloqués en Italie. Ils n'ont jamais voulu me les rendre. Ça représente pas moins de 1400 pages. Je vous lis tout de suite, ça s'appelle San Donato, c'est un quartier de Milan. Ça doit être enfoui dans une cave, au mieux. Au pire, ça a été bradé. Au pire, ça a été détruit. J'ai essayé de poursuivre en justice l'ancien patron de la Dardo. Je dis le nom, Casarotti. Je crois que maintenant il est au paradis des éditeurs. Et il a passé la main à un autre éditeur milanais, avec lequel j'ai échangé quelques mails, où j'ai réclamé mes planches de Black Le Rock. 27 épisodes de 46 planches, ça fait une épaisseur comme ça, de planches. 75 planches, pas 46 planches. C'était des épisodes de 75. Ah merde, excuse-moi, je te fais du mal. C'était 75 planches. Donc le tas, il m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Voilà. Pourtant, je parle bien l'italien. J'ai fait une lettre bien circonstanciée avec l'aide de ma femme qui est professeure d'italien. Très diplomate, très gentil, tout ça. Il m'a répondu, je vous téléphone demain. Depuis, plus rien. Donc, à mon avis, c'est fichu. Je ne vais pas lui remettre un avocat aux fesses, c'est pas la peine, ça sert à rien. Je ne reverrai jamais mes blagues. Alors, si un jour vous passez à Milan, et vous puissiez obtenir la clé, merci, je vous en serai gré, et je vous remercierai à ma façon. Vous aurez droit à un épisode complet, gratuit. 46 pages. De 46 planches, 75 à 46 planches. Ça permet d'évoquer un aspect technique qui a été évoqué par Siro tout à l'heure. Sur Internet, les scans, effectivement, il y a eu énormément de transferts de fichiers pour pouvoir faire ces revivals de Photonic, Micros, etc. Blake a disparu. Il faut noter que les épisodes ont été intégralement conservés en planche originale. Alors, pour Siro, c'est pas surprenant parce que tu gardes tout, à quelques rares exceptions près de planches données
à des amis par-ci par-là, qui peuvent être facilement retrouvés. C'est beaucoup plus surprenant pour Jean-Yves, qui a beaucoup donné, distribué, vendu, sauf ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que tu avais en ta possession tous les originaux? En particulier Micros, les photoniques, Epsilon, Cosmo, Chronos. Peut-être que j'ai eu une intuition, c'est possible. Il m'était difficile de tirer d'une série une planche par-ci, une planche par-là, pour la donner, pour la vendre. J'en ai donné aussi beaucoup, autant que vendu. Et je pense qu'il y a eu une forme d'intuition. Merci à cette intuition, puisqu'elle m'a permis de donner à nos éditeurs tout ce matériel de planche originale. C'est quand même le meilleur support, c'est quand même la planche originale. Je n'ai jamais retrouvé les archers blancs. Je pense qu'ils sont... J'ai pas la clé. Je pense qu'ils sont en possession de François Cortegiani. Si je le croise dans un couloir, on va en reparler, autour d'un petit verre muscadet quand même. Mais enfin, peut-être qu'il a la clé. Je n'ai jamais retrouvé Noël et Marie que j'avais fait chez Pif, Vaillant, toujours avec Cortegiani. Je ne sais pas ce que sont devenus ces originaux, 192 pages quand même. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que tous ces éditeurs avaient soit des bromures ou des films rhodoïdes. Il n'y avait pas encore vraiment l'ordinateur à l'époque. Ils ne pouvaient pas les mettre en banque sur un ordinateur. Ils ont quand même tout ce matériel de reprographie, surtout des films rhodoïdes, comme Lug avait des films rhodoïdes. C'est étonnant qu'ils aient conservé des originaux. À mon avis, c'est malsain. Pourquoi ont-ils conservé des originaux? Tout simplement pour les négocier, pour les brader. Voilà. Juste, et pas du tout faire l'apologie, la défense des éditeurs à ce sujet-là, mais il y a aussi une époque, il faut juste remonter quelques dizaines d'années en arrière, où les originaux n'avaient strictement aucune valeur d'échange, quelle qu'elle soit. C'était des choses qui étaient stockées, effectivement, soit dans des caves, soit dans des armoires, et ça encombrait au sens propre du terme les bureaux des éditeurs. Enfin, tous les gens qui s'intéressent un peu aux comics connaissent l'histoire de Marvel dans les années 70, où aucun dessinateur ne pensait à réclamer ses originaux, ça n'avait aucune valeur marchande, ça a été, effectivement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, des piles entières qui venaient encombrer non plus les locaux des éditeurs, mais les maisons des auteurs. Et en fait, on ne pensait pas à tout le monde s'est mis à réagir autour des originaux lorsque ça a commencé à prendre une certaine valeur marchande et à être négocié. Donc il n'y avait pas non plus d'intérêt quelconque à conserver, à garder la trace des originaux à une époque. Et pour donner une petite précision de ce que représentait un original pour les éditeurs de l'époque, mes originaux, je les retrouvais avec des corrections de texte au rouge, comme à l'école, quoi, sur les côtés des planches, dans les marges. Et autre chose, quand ils revenaient de chez l'imprimeur, parfois la planche était coupée sur le côté. C'était plus pratique pour lui pour les mettre sur les machines. Mais il ne nous disait rien, donc parfois elles étaient pliées. Donc un original, c'était juste un support pour faire la photogravure et le film après. Ce n'est pas respecté, effectivement, au même sens qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Alors moi, je peux le confirmer sur des éléments que Siro n'a heureusement pour lui pas vus. J'ai très brièvement évoqué le fait que Luc venait de Luc du Nôme, qui veut dire Lyon. Habitant Lyon, j'ai eu de la chance de pouvoir aller visiter un temps très lointain les locaux. Et je me souviens très bien, même si j'étais adolescent, du facteur ayant déposé des paquets chez Luc et de quelqu'un sortant ce qui était en fait un original de Siro, d'une couverture de Nova, et la lançant comme si c'était un prospectus dans un coin. J'ai pas dit qu'il l'avait abîmé, hein, mais la lançant vraiment, on sentait qu'il n'y avait absolument aucun intérêt particulier pour l'objet. C'était voilà, on a reçu la couverture, on la lance, on la traitera plus tard. Ce qui moi m'avait choqué enfant, mais parce que je lisais ces illustrés. Si vous saviez qu'avec Siro, ce qu'on a retrouvé dans la cave, il y avait des originaux qui venaient beaucoup d'Italie, de vrais chefs-d'œuvre. Des dessins de Dami, Cedroni, Galépine, etc. Des noms qui ne vous disent rien aujourd'hui, mais si vous revenez 20, 30, 40 ans en arrière, vous retrouverez ces noms quand ils voulaient bien signer, quand ils pouvaient signer. Et un certain César. César qui a travaillé chez Vaillant, qui a travaillé dans beaucoup
et qui était l'auteur de Pee-wee, l'oiseau. Arthur le fantôme. Arthur le fantôme, et Rigolus et Tristus, et aussi qui était un grand auteur réaliste. On oublie que César était aussi un grand auteur réaliste. Et on a retrouvé. Ça nous a fait une peine terrible. César n'était plus de ce monde. Moi, j'ai téléphoné à sa veuve. Elle m'a dit, oh, bah, écoutez, je verrai. Elle-même n'avait pas conscience de la valeur de ce que ça représentait. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, si elle a... Tu le sais? En fait, il y a un collectionneur et vendeur de planches, mais extrêmement respectueux, qui s'appelle Gérard Thomasian, je voudrais saluer ici, et qui s'est chargé pour le compte de la veuve de César de récupérer l'ensemble des originaux et de lui restituer. Justice est faite. Non, je voulais, par rapport à ce que tu disais, Siro, dans l'exposition qui est un étage plus bas, des originaux sont mis sous Marie-Louise, c'est-à-dire pour les mettre en valeur comme on fait d'œuvres d'art dans une galerie. D'autres sont volontairement mis en avant, c'est-à-dire avec les bordures. Alors on voit ces fameuses corrections d'orthographe au rouge en plus, comme une maîtresse avec des élèves. Et aussi pour rappeler que c'était un document technique, qui n'avait d'autre raison d'être que de servir en vue d'être reproduit. L'objet final qui comptait, c'était pas la planche. C'était l'album, c'était le périodique. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, peut-être quelque part trop loin. Souvent, on a l'impression que certains auteurs, je pense aux auteurs de comics, pensent plus à la revente de l'original et composent en fonction de ça la place d'un personnage qui va être en pied alors qu'il n'a aucune raison d'être, avec des points qui sortent dans tous les coins. On oublie parfois un peu maintenant trop la narration pour privilégier l'original séduisant en vue d'être revendu, parce que c'est une source de revenus aussi pour les auteurs américains, pas du tout négligeable au vu des contrats léonins qui les lient aux grandes firmes type Marvel, DC, qui les cornaquent, qui les utilisent. Les personnages ne leur appartiennent pas. Une différence quand même notable et très importante quand on fait du comics, du super-héros ou équivalent en France, c'est que vous avez gardé les droits sur vos personnages, vous en restez les pairs. Est-ce que c'était le cas à l'époque, ou est-ce que c'était Lug qui possédait les droits, par exemple, de Photonique? Non, Lug possédait tout, il possédait les planches, il possédait les artistes. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment, on a voulu aussi passer à l'album pour sortir de tout ça, pour qu'on respecte justement nos pages. Moi, je pensais même pas les vendre, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. C'était juste pour avoir des pages, un travail qu'on avait réalisé à un moment donné, qu'on voulait garder. Voilà, c'est tout. Et c'est visible dans l'expo quand on vous invite à voir si c'est pas déjà fait, puisqu'en effet, même si à l'époque les originaux n'avaient pas forcément de valeur, pour eux, à l'évidence, ils en avaient, puisque vous irez voir ces planches de près, on n'a pas affaire à des planches réalisées rapidement par un auteur qui se dit ça ne vaut pas grand-chose, c'est juste de la publication de gare. Que ce soit l'un ou l'autre, on a des planches qui sont vraiment extrêmement détaillées, très travaillées. On a même un des auteurs pour qui ça peut virer un petit peu à la pathologie au niveau de la retouche inexistante, puisque Siro à une époque ne voulait pas qu'il y ait de gouache, qu'il y ait quoi que ce soit sur ses originaux. On a parfois l'impression d'avoir d'excellentes reproductions, vous le verrez, alors qu'il s'agit d'originaux, ils sont juste parfaits, nickel, sans retouche. Donc tu avais déjà conscience de ce que tu faisais. J'avais horreur de me servir du... Comment ça s'appelle le blanco, la gommette... gratter avec une lame de rasoir, donc je préférais faire les choses très très nettes. Ça m'évitait toute la deuxième étape de retouche. Voilà, c'est tout. Je crois même qu'il s'agissait parfois de jeter et de refaire plutôt que de retoucher. Oui, ouais. Je suis un grand malade. C'est pour ça que Photonique paraît dans... Allô, France 3, FR3. C'est pour ça que Photonique paraissait dans Speed, parce que dans Molo, t'aurais toujours pas fini le premier épisode. Franchement, je pense que c'est la dernière année où je passe à Saint-Malo. Vous verrez de près le travail de Siro, c'est un travail orientaliste. C'est très précis, c'est très précieux. C'est vrai que c'est très très appliqué. Il fouille dans le détail. Moi, je suis exactement le contraire. Hein. Je fonçais. J'allais tout droit. Il y avait du détail, quoi. Oui, mais je vais quand même vous livrer un secret. Pourquoi fallait-il travailler vite, d'après vous? Parce qu'on était très mal payé à la planche. Je ne me rappelle plus, c'était autour de 80 francs la planche.
Aujourd'hui, quand on dit ça aux gens de l'album, ils nous regardent avec... Mais on n'était pas chômeurs. C'était déjà pas mal. Donc on était mal payé. La couverture était payée à peu près 150 francs. Bon, les dernières, hein, les années 80, la fin des années 80, on était mal payé. Si, 250. Ah, oui, dis donc, c'est marrant. Qui était parti depuis longtemps. Oui, on entend les choses pragmatiques, mais c'est aussi un gagne-pain. C'est peut-être un art, certainement, mais c'est aussi un gagne-pain. Il faut casser la croûte, il faut payer son loyer, payer ses impôts. Bon, donc, il fallait travailler vite. J'en étais arrivé, moi, au début, à Lugue, à faire 4 planches par jour. 4 planches par jour, que ce soit Blake et même les premiers micros, ça se sent. Quand je le revois, ces planches, je me dis, bon sang, si je pouvais revenir à la gouache. Ou si Siro pouvait venir retoucher mes dessins avec son pointillisme. Je le regrette, un peu cette période où il fallait speeder, il fallait aller vite. Après, ça s'est calmé, heureusement. Et dans l'album, rien à voir. Le travail de l'album, c'est tout à fait différent. On ne peut pas comparer le périodique et l'album, ça n'a rien à voir. Ajouter, parce qu'on était dans les prix, je me souviens avoir vu, je crois, sur une copie de contrat à l'époque où je collaborais chez Scénic, que le prix des planches qui vous était octroyé pour Blake était de 50 francs la page. 50 francs, il faut convertir, scénario compris, hein, lettrage compris et tout, donc il faut convertir ça en euros, ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça donne, quoi. Et encore une fois, ça ne se voit pas sur la planche. On n'a pas l'impression. Non, d'ailleurs, on ne les voit plus du tout, elles sont en Italie. Pour les planches italiennes. Restons juste un instant sur les chiffres. Vous étiez peu payé, mais vous étiez extrêmement lu. Ça, c'est des choses dont tout le monde n'a pas forcément conscience. À une époque, tout se vendait. Et on peut préciser quand même qu'un titre le plus mythique comme Strange, début 80, c'est 130 000 exemplaires. Les saisons spéciales Pâques, Noël, les grandes vacances, ça pouvait monter à 150, 200, 180 000. C'était étrange parce qu'on nous donnait les chiffres quand même, le Marcel Navarro nous donnait les chiffres de vente, bon, tant mieux. Je sais que Titan, dans lequel travaillait, tournait autour de 100 à 110 000 par mois. C'est quand même des beaux chiffres. C'était vendu en kiosque. C'était pas vendu en librairie. Hein. Donc, gare, aéroport, les kiosques qui n'existent presque plus en ville maintenant. Hein. Et donc, c'était la presse. C'était quand même des gros tirages. Et ce qui sauvait aussi les éditeurs, en plus, c'est que les invendus, il y en avait peu, les invendus étaient reliés. Et vous en retrouvez encore aujourd'hui dans des bacs, dans des braderies, des reliés, Rodéo, Kiwi, etc. Enfin, voilà. Vous avez été convaincu par les éditeurs, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé de harcèlement, peut-être un petit peu même. Toujours est-il qu'aujourd'hui les livres existent. Quel effet ça vous fait aujourd'hui de voir arriver quelqu'un qui a lu vos titres il y a maintenant quelques années et qui vient vous apporter sous une autre forme ce que vous avez fait dans les années 80? Bon, tout à l'heure on parlait de grands malades en ce qui me concerne. Je pense que je peux retourner la chose vis-à-vis des personnes qui viennent avec le photonique. J'ai l'impression que c'est des grands malades. Ils ont un sourire béat. Ils me félicitent alors que moi, franchement, si je pouvais me voir dans une classe, c'est la dernière chose que je ferais. Et bon, je sens que ce qu'on a fait leur a beaucoup apporté à un moment donné. Et ils revivent ça, encore une fois. Je ne sais pas s'ils le revivront indéfiniment à chaque fois qu'ils vont ouvrir leur album. C'est ce que je leur souhaite. Mais la première chose que ça m'a apporté, hors le fait de revoir toutes mes planches réunies dans un bel album, c'est de revoir tous ces gens avec leur sourire, leur passion de gosse. Moi, j'ai eu ça en relisant des vieux Blake Lorock en italien il y a dernièrement, et je pense que j'ai dû ressentir la même chose que vous à un moment donné. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait avec Raphaël, et je suis content aussi d'être passé derrière Jean-Yves, parce que Jean-Yves, il m'a complimenté tout à l'heure, mais le premier dessinateur qui m'a été donné de voir grâce à Navarro, il a fait une débombination, Navarro, à un moment donné, c'est Jean-Yves Mitton. C'était pendant l'été 76, en août 76. J'ai commencé, oui, il faisait très chaud, il était en short, Jean-Yves, chez lui, je me souviens.
avec sa grosse moustache. Et j'ai commencé à travailler au mois d'août, donc j'avais l'impression d'être toujours en vacances pendant que je travaillais. Et j'ai gardé un petit peu cet esprit-là. Bon, par moments, c'est des vacances un petit peu forcées, mais cet amour-là, je pense que je me mettais à la place de la personne pour qui je dessinais, c'était moi-même. Donc j'ai aucun mérite, je dessinais pour moi-même, je me suis fait plaisir. C'est très égoïste. Maintenant, vous m'avez remplacé en tant que lecteur derrière cette barrière, quoi. Et pour ça, je vous en remercie. Je vous en remercie énormément. Alors, sur les dédicaces, je ne peux pas le faire, parce que, et puis maintenant, là, je trouve que j'en fais même trop. Mais merci beaucoup, rien que pour ça. Voilà. Tu les as quand même traités de malades. Hein. Oui, mais malade comme moi. Pour rester sur les impressions, l'amour des personnages, il est évident. Tu as surtout eu un personnage. On évoquait Jean-Yves, tu en as eu beaucoup. Toi, c'est un personnage, c'est Photonique. Quel effet ça t'a fait, ou ça te fait encore, de le voir sous le crayon de quelqu'un d'autre? Scénario et dessin, c'est important à préciser. C'est pas Jean-Yves qui venait donner un petit coup de main graphique à Siro. Il faisait les épisodes. Il me parlait succinctement du scénario au téléphone, de ce qu'il voulait faire. Et bon, moi je l'écoutais parce que dans mon idée, je devais le laisser faire sans rien lui demander ou de changer quoi que ce soit. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc Jean-Yves m'a parlé des scénarios, mais en fin de compte, il aurait mieux fait de ne pas m'en parler, ça n'aurait rien changé du tout. Il l'aurait fait quand même et j'aurais accepté quand même. Donc, revoir le dessin, revoir un personnage sous un autre, fait par un autre dessinateur, bon, le personnage est différent. Il s'adapte aussi au dessinateur. En fin de compte, il s'est adapté au travail de Jean-Yves. Et moi, à chaque fois que je regardais un épisode dessiné par Mitton, j'apprenais plein de choses. Il y a des choses que moi je ne faisais pas, que je faisais et que j'essayais d'adapter après. Je pense que les dessinateurs, je pense qu'on serait très content de voir d'autres dessinateurs reprendre nos personnages sur 3 ou 4 pages. Mais bon, ils ont tellement de travail et tellement de choses à faire, on ne peut pas leur demander ça. Le drame dans le périodique, c'était la page blanche. Ça, c'est terrible. Dans l'album, ça n'existe pas, puisque tout est préparé longtemps à l'avance, tout est planifié. Quand on est en retard, quand on était en retard dans le périodique, c'était dramatique, c'était quasiment à la porte. Il ne fallait pas la page blanche. Remplacé par quoi? Il y avait toujours des séries de secours. Hein, il y avait toujours une roue de secours dans un placard pour vite remplacer les retards de l'auteur. Donc, le fait de cette peur de la page blanche a fait que tu t'y tenais quand même, hein, et qu'on était obligé de faire, ils ont été obligés de faire appel à moi pour remplir les vides de Siro. Mais des vides de talent. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on va vous voir collaborer à l'avenir sur un projet commun? Est-ce qu'on va revoir Jean-Yves faire du photonique? Est-ce qu'on va voir Siro faire du micro? J'ai déjà fait un dessin. Oui, le premier dessin qu'a fait Siro des personnages de Jean-Yves. Non, je peux pas, je sais pas. Franchement, moi déjà l'année prochaine, c'est déjà loin, donc on va un peu plus loin. Puis il y a des gens qui m'ont demandé beaucoup de choses à faire là-bas au fond. J'ai des contrats à respecter aussi. Moi, Jean-Yves, j'ai déjà eu l'occasion de t'en parler, on s'est croisés il y a un mois à Rochefort. Moi, je serais curieux de te voir, toi, ou Siro, ou les deux, sur le modèle de ce qu'a fait Will Eisner quand il a fait Le Rêveur, où il a un peu raconté en bande dessinée ce que c'était cette vie-là. Quand on sait les prix que vous étiez payés, quand on voit le résultat, on se dit, est-ce que c'est... Alors déjà, il y a l'amour du métier, du dessin, des histoires, l'aventure, c'est du western moderne, le super-héros, c'est l'horizon qui est, au lieu d'être horizontal, il est vers les étoiles, mais j'y vois une déclinaison du western, c'est votre amour premier plus que le super-héros. J'ai l'impression de vous voir vous raconter un petit peu l'aventure de ce que c'était, sans narcissisme, sans nombrilisme, ça vous ressemble pas du tout. Pour vous, je sais, on en a parlé, c'est les personnages qui doivent s'exprimer. C'est sur un bateau au fond de l'Atlantique, comprenant l'aventure, pas Jean-Yves, pas Siro.
Et pourtant, j'ai l'impression que tellement de gens parlent d'eux, alors qu'ils n'ont peut-être pas grand-chose à raconter, vous avez beaucoup à dire, et j'aimerais beaucoup le voir, moi. Même si c'est en introduction d'un album, même en 4-5 pages, moi j'aimerais voir ça un jour. Un peu histoire à l'album développée. Exactement. Ça c'est nouveau, Laurent, cette suggestion de nous mettre en scène. Je crois qu'avec Siro, on a appris aussi dans ce métier la modestie. Comme tu dis, on se cache derrière nos héros. C'est eux qui sont en avant. Et quand on est en dédicace, ce qui compte, c'est ce que regarde le lecteur avec plaisir. C'est notre main qui est en train de créer en quelques minutes, de recréer un héros. Et c'est ça notre récompense. Notre récompense, c'est ce moment inattendu. Je crois qu'avec Siro, si un jour on nous avait dit qu'à Saint-Malo, en octobre 2014, on aurait rassemblé autant de monde autour de nos vieux papiers, de nos vieux héros, on n'aurait jamais cru. Franchement, ça tue un peu notre modestie. Nous mettre en scène, je ne sais pas ce que tu nous diras, Siro, mais moi je ne me le sens pas, je ne suis pas intéressant. Je ne suis pas intéressant. J'ai une vie privée, je suis musicien, j'ai des problèmes de santé, je suis grand-père, j'ai d'autres priorités. Me mettre en scène, je pense que ce serait arrogant. Juste peut-être que je me trompe en fait. C'est vrai, peut-être que les gens pensent que c'est pas intéressant. J'aimerais juste, ceux qui pensent que une introduction, quelques pages, un début d'album, il y a des micro-archives, il y a des choses, juste 3-4 pages qui montrent un petit peu Félix Molinari, les gens que vous avez croisés, l'amour de la BD. À la fin de Micros... Juste lever la main, les gens qui pensent que ça pourrait être intéressant de voir dans un... Juste faire un petit sondage comme ça, rapide, juste comme ça. Je suis peut-être... vous payez combien la planche? Pour rendre les originaux aussi. Faire du participatif. À la fin, merci d'avoir levé le... Merci pour ceux qui n'ont pas levé le doigt. Dans le dernier micro, lorsque Navarro m'a dit on ferme la boutique dans 3 mois, 4 mois, ça a été très rapide, très rapide. Il m'a dit il faut arrêter. Et moi j'étais encore dans les planètes. J'avais mes héros qui étaient dans les planètes. Alors j'ai fait les flics qui rentrent à l'atelier. Il y a Claude Vistel, je crois que tu y es, je ne me rappelle plus, il y a Marcel Navarro, moi-même. On pouvait fumer dans l'atelier, j'ai la pipe. Je suis en train de dessiner et il y a le GIGN, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, la police des polices qui rentre et qui me dit là, donnez-moi la dernière planche là, c'est fini, vous le retrouverez dans le dernier micros. Rendez-moi ça, c'est interdit, c'est fini, les super-héros. Alors moi ce que je fais à la fin, je barre ma planche, je ne me rappelle plus ce que j'en fais et tout s'arrête. C'est la seule fois où je me suis mis en scène avec Marcel Navarro caché dans un bunker contre les super-vilains. En fait, il avait un bunker chez lui, mais c'était du pinard. Il avait des alcools et des vins extraordinaires. Ma femme pourrait en parler aussi, on était reçus le dimanche. On n'arrêtait pas de faire du scénario. À l'époque, il n'y avait pas les alcoolémies, enfin les alcotests, c'était chouette, on en profitait. Donc il avait un véritable bunker. Et à un moment, je lui dis Marcel, est-ce qu'on est attaqué par les super vilains? On peut se mettre dans le blocos? Ah oui, mais il m'a dit sans les bouteilles. Je ne veux pas apparaître auprès du public pour un vieil alcoolique. Ah bon, d'accord, voilà, c'est la seule fois. La seule fois où je me suis mis en scène avec Marcel Navarro. J'aurais pu le faire avec Siro aussi. Hein. Je bois pas. Rigolez pas. Abri anti-atomique. Hein. Anti-atomique, voilà. Mais non, mais ce serait arrogant. Se mettre en scène, moi je n'y songe pas. Et toi? Je ne me mettrai pas en scène, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui interviendrait à ma place. C'est c'est beaucoup plus facile, parce qu'on peut lui faire dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas le courage de dire. On pourrait lui faire des choses qu'on n'aurait pas le courage de faire. On pourrait même inventer un peu, broder tout ça, sans vraiment être la personne, le vrai témoin. Et bon, ça reste de la bande dessinée, donc je pense, moi j'ai réfléchi depuis quelques temps, mais bon, il faut avoir le courage de se lancer.
Il faut avoir le temps de le faire aussi. C'est une question de temps et puis de courage un petit peu. Voilà. Puis comme je suis un grand malade, le courage, le temps, c'est limité. Les mises en scène de personnes réelles, il y en a eu, on a vu quelques images du studio. J'aurais voulu, alors je pense que je vais encore me faire haïr par Siro, j'aurais voulu qu'il puisse me dire qui est représenté dans ce dessin. Ah mais il était... C'est pas celui de tout à l'heure, ça? C'est pas le même, Ah, ouais. il est pire. Donc il y a Rémi, avec le réveil de... Est-ce que vous aurez identifié Siro au centre? Attends. Je n'avais pas vu encore. Attends, j'étais parti sur la gauche. Rémi avec le réveil de Yéyé, tu te souviens? Ils avaient inventé, dans Zambla, il y avait Yéyé, à tour de rôle, ils avaient inventé un personnage. C'est ça. Il y a Christian Goussal, le coloriste, il y a moi et Mondet, il y a Jalin, le bonhomme de neige, je ne sais pas qui c'est, il y a Carmen, ouais, et c'est Charles. Donc c'était les personnes de l'atelier. Bon. Ça me fait bizarre de voir ça, et puis surtout de vous en faire profiter, parce que ça restait à l'intérieur de l'atelier quand même. Hein. Il y a prescription. Ouais. Moi, vous ne verrez pas les liens parce que... Il y a même une bulle avec... C'était très osé. Alors, quand je dis osé... On va juste en montrer un qui effleure le côté osé. C'était un peu pour oublier un peu la BD et puis le travail d'atelier de temps en temps. On rigolait pas mal comme ça. Ah, c'est l'envers. C'est ce que l'on montrera de plus osé aujourd'hui. Non mais je restais, tu parles d'oser, mais je restais toujours soft, hein, quand même. Pour revenir un tout petit peu sur Marcel Navarro, moi, il y a un truc qui m'avait un peu choqué, c'est un grand mot, mais on disait c'est pour faire un petit peu le côté Stanley présente, pour faire comme les Américains. Cyrus Tota, moi j'ai eu du mal à m'habituer à ton vrai prénom, parce que pour moi tu es Cyrus Tota, je sais. Enfin, c'est ce qui avait traduit les allocations familiales au moment où on est arrivé en France avec mes parents. Donc Cyrus, ça n'existait pas en France, ils ont dit pas Cyrus alors. Voilà. Mais ce côté un petit peu donné au moins de l'exotisme, mais côté américain de John Milton, donc, le paradis. Oui, mais à l'époque, ça continue. Les orchestres de rock'n'roll, etc. C'est jamais Frédéric Dupont, ou c'est jamais Claude Moine ou Jean-Philippe Smet, en toute modestie. Ça va être. Moi, j'ai fait partie d'un orchestre qui s'appelait Black Star. On n'était pas plus Black Star, qui était dans la banlieue lyonnaise. On aurait dû s'appeler les Brondillants, puisque c'était la banlieue de Lyon, à Bron. Bon, ben, ça faisait bien. Comment rentrer un peu dans le monde, beaucoup même, dans le monde de Marvel. Cyrus Tota, ça fait bien. John Milton. On ne les a pas gardés longtemps, ces pseudos. Il y avait aussi une chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les fans de comics n'aimaient pas tout ce qui était français. Donc Navarro, il s'est dit, bah, on va mettre des noms américains. Et puis, ça a plu, parce qu'on recevait le courrier, on avait quand même du retour des lecteurs. Et donc, on savait tout ça. Et donc, on s'est dit, bon, allez, allons-y, on va mettre des noms américains, et puis voilà, quoi. Seuls les Italiens n'ont pas cédé à cette facilité-là, du moins dans la BD, dans le Western Spaghetti, on en a déjà parlé, c'était pas le cas. Mais moi, c'est... Il y avait des noms... il y avait Giuliano Gemma d'à côté, mais Bob Robertson pour Sergio Leone, oui, on est d'accord. Mais moi, là où je voulais en venir, c'est par exemple l'épisode où on voit la jeunesse de Ziegel, de Doc Ziegel, donc dans la série Photonix, professeur, double doc, une sorte de, un peu comme le professeur Xavier des X-Men avec des pouvoirs de télékinésie, etc. Cet épisode, quand même extrêmement mémorable, je trouve, sur les fantômes du passé, les leçons C'était écrit, concocté par le géant Malcolm Naughton, donc Marcel Navarro, et le petit Cyrus Tota. Parce que Stan Lee mettait Genial Gene pour Gene Colan, Jazzy Johnny Romita, il avait toujours Big John Buscema, Jack King Kirby, toujours des adjectifs extrêmement valorisants. Est-ce qu'il faut y voir une pointe de mépris vis-à-vis de vous? Non, c'est pas du mépris, c'est un clin d'œil. On se fichait un peu de tout à ce moment-là. On s'en foutait. C'était la blague. Par rapport à ce qu'on était, non, c'était pas du mépris, c'était de la blague. Oui. Et puis c'était fait sur le moule américain, tu sais, les Américains ils faisaient la même chose. Le moule américain était valorisant. Sturdy Steve Ditko. Oui, mais nous on se valorisait, mais en se dévalorisant. Voilà. Je peux pas trouver mieux. Faire sérieusement. Mais ça n'a pas duré. On a abandonné nos pseudos. Moi, ça a duré 2 ans, pas plus. J'en ai eu marre. Un jour, dans le courrier des lecteurs, j'ai dit
j'ai répondu, non, je m'appelle Jean-Yves Mitton, un point barre, terminé, voilà, bon, bah, arrêtons la blague, ça sert à rien. Ça n'ajoutait pas un bonus aux ventes ou à la qualité du travail. Mais c'était un clin d'œil pour pouvoir entrer dans ce milieu-là. J'ai comparé avec le rock'n'roll, par exemple. Il y en a beaucoup dans le cinéma aussi. En toute modestie, jamais on a vu dans le rock'n'roll Marcel Dupont. Et on le verra jamais. Sauf dans les chansons classiques, évidemment. On arrive à la fin. On a encore un tout petit temps d'échange éventuel. Est-ce que vous auriez quelques questions? Je voulais savoir, tout à l'heure vous parliez de censure. Est-ce que ça a influencé quand même votre écriture, la censure? Oui, le fait qu'il y ait eu d'abord l'abolition de ce comité de censure qui a été remplacé par un comité beaucoup plus sage, beaucoup plus doux, a permis aux auteurs, et j'étais pas le seul, c'était pareil dans Pilote, dans Métal Hurlant, etc. Ça a permis de ce coup l'arrivée de BD un peu plus provocatrices et plus 68 hard. Et nous, dans notre domaine, ça nous a permis un peu de respirer, de faire intervenir un peu plus d'action, de grimaces, parce que même les grimaces étaient tout ce qui était d'apparence un peu violente, il fallait gommer tout ça. Et là, il y a eu une libération. Pour moi, Epsilon a été une sorte de libération, qui m'a amené après vers l'album, où là, on peut dire qu'il y a une totale liberté. Voilà. Donc, j'étais pas spécialement giscardien, mais je lui rends grâce d'avoir libéré un petit peu les auteurs à son époque. Donc, sous cette peau d'aristocrate qui descendait par les, comme disait le canard, par les servantes, il a quand même, je dirais, libéré la presse, en tout cas libéré l'information. Et pour Photonique, c'était pareil? C'est-à-dire que moi j'avais appris à lire et à écrire avec les petits formats lorsque je suis arrivé en France. Et j'ai lu ça pendant des années, et je savais ce que j'avais, au bout d'un certain moment, quand on m'a demandé de faire des bandes dessinées, je savais ce que je ne devais pas lire et je savais ce que je ne devais pas dessiner. Et une fois qu'on a ces carcans-là, à l'intérieur, on a des carcans, mais on est très libre, en fin de compte. Et j'ai pratiquement pas eu de problème vis-à-vis de la censure. On n'est pas obligé de montrer du sang quand il y a du sang. Vaut mieux le suggérer, il y a encore plus d'effet. Et en ce qui concerne le texte, il n'y avait rien d'extraordinaire à l'époque. Et puis je ne me sentais pas les épaules assez solides pour écrire des choses très profondes ou très militantes. Donc j'ai fait ces bandes dessinées très naturellement. Il y avait quand même les courbes féminines, il fallait raboter. Marcel Navarro me disait non, là, Jean, il m'appelait Jean, il allait un peu fort. Surtout le gauche. Alors, un petit coup de gouache, les fesses, pareil, la courbe des reins, enfin je vous fais pas un dessin. Donc, c'était, et surtout tout ce qui apparaissait monstrueux. On nous a fait enlever dans le surfer, je me rappelle, toutes les écailles d'un des monstres qui apparaît dans un premier fantasque. Et il fallait enlever toutes les écailles. Il fallait éviter la couleur verte. Ça, c'était pour les coloristes. La couleur verte, voilà, la couleur verte, qui est la couleur de l'espérance. Voilà. Non, c'est le bleu, non, c'est le vert, c'est le vert. Oui. Donc, la couleur verte, qui est la couleur de la peur. Vous savez, la couleur de la peur. On dit une peur bleue. Alors, voilà. En disant des bêtises, surtout dans Black, il fallait enlever tous les cadavres. Il fallait, y compris les cadavres d'animaux. Il fallait enlever les flèches, les onomatopées, shtack, flaf. Parfois même dans les westerns, on enlevait le pistolet que tenait le cow-boy. Ça fait qu'il restait comme ça. Incroyable. Toi, là. Bang. On enlevait les banques en plus. Donc on ne savait pas trop ce qui se passait avec ces mains. J'ai fait une couverture de rodéo. Et je commençais à mettre des bulles dans les couvertures. Et il y a un Indien qui tombe sur Tex, je ne sais pas s'il est là,
il tombe sur texte, il a un tomahawk et il dit Hugues, homme blanc, je vais te scalper. On m'a enlevé le tomahawk, mais ils ont laissé la bulle. Allez, scalper quelqu'un avec un ongle, c'est pas facile. Hein. Mais il y a une chose très perverse là-dedans. Je me souviens, lorsque j'étais gamin, je voyais le cow-boy avec la main comme ça. Qu'est-ce que je faisais? Moi, je dessinais le pistolet sur les petits fascicules. Donc, en fin de compte, on avait l'effet inverse de ce qui était escompté. Hein. Quelques années après, c'est toi qui les enlevais. Maintenant, c'est pas très nécessaire, un pistolet. C'est chouette aujourd'hui les auteurs qui rentrent dans l'album, parce qu'il y a une très très grande liberté. Aujourd'hui, il y a une très grande liberté. On ne voit plus des albums sous plastique, ce qu'on a appelé ça des préservatifs. Maintenant, ils sont chargés dans les Fnac et compagnie de mettre ça à 2 mètres, 2 mètres 50. C'est normal. Je vous ai dit qu'on est tous plus ou moins pères ou grands-pères. Et on a aussi notre éthique, une déontologie de parents. C'est aux parents de surveiller. C'est pas aux flics, c'est pas aux curés, c'est pas aux instances de l'État. C'est le rôle des parents. Et après, de l'éducation nationale, c'est certain. Voilà. C'est pas à nous, auteurs, de se policer. Parce que ce que disait Philippe tout à l'heure, la censure, elle amène à une chose qui est encore plus terrible, c'est l'autocensure. C'est de faire attention à ce qu'on fait, de faire attention. À force de faire attention, au bout d'un moment, le barrage craque. Et il y en a marre, on a envie de s'exprimer. J'ai bien peur que ce ne soit terminé. Qu'on puisse vous remercier d'être venu et évidemment remercier nos 2 super-héros. Merci. Merci à toutes et tous, merci à nos auditeurs, à Philippe, à Laurent, d'avoir permis de voir ressurgir un petit peu tout ce passé, qui redevient un futur, puisqu'on va se revoir tout à l'heure en dédicace, j'espère. Vous pouvez voir notre exposition, et croyez qu'avec Siro, nous sommes très honorés d'apparaître devant vous, parce que jamais on l'aurait imaginé auparavant. Merci, merci infiniment. Je ne vais pas rajouter un mot à ce qu'a dit Jean-Yves par rapport à nous, mais c'est vrai qu'en passant voir l'expo, je pense que vous ressentirez tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et quand Laurent nous disait, est-ce que ça vous n'avez pas dans l'idée ou l'envie de vous mettre en scène, je pense que derrière tous les dessins, là, vous ne voyez que du trait bien net, bien propre, mais si vous voyez bien à travers les dessins, il y a vraiment tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a eu envie de faire et qu'on a gommé aussi. Et il y a toute notre vie derrière. On ne sait pas être que dessinateur. Il y a des dessins qu'on a fait quand on n'était pas bien, quand on était malade, quand on était décédé, plein de choses comme ça. Et il y a tout ça qui transparaît derrière nos dessins. Vous ne le verrez peut-être pas au premier abord, mais moi c'est ce que j'ai essayé de mettre dedans. Et à chaque fois que j'ai fait un dessin, je me souviens que ça n'a jamais été facile. Le plaisir était une fois que le dessin était fini. Alors je pense que le plaisir, vous le prendrez en voyant les dessins et en partant en sortant de cette salle. Nous, on a pris beaucoup de plaisir là, actuellement à parler avec vous, alors que c'est pas mon truc de parler. Hein. Vous pouvez pas savoir. Et ce que vous nous avez donné, bon, on vous le ressortira, on vous le rendra au centuple, si on nous laisse en 75 pages, alors, dans l'avenir, dans un prochain avenir, j'espère. 75 pages, ou pas 46 pages. Merci à vous.